Imaginez une seule image, juste une fraction de seconde capturée sur pellicule. Oui, une fraction de seconde qui a littéralement fait trembler toute l'industrie du cinéma. C'est clair. Et le truc fou, c'est que selon la personne qui regarde cette image, l'interprétation est totalement différente. Bah oui, c'est un peu le test de Rorschach d'Hollywood en fait. C'est exactement le mot. D'un côté, on y voit un choix artistique brillant, genre l'apogée d'un thriller psychologique. Et de l'autre, c'est perçu comme une trahison intime, une violation complète de la confiance. Et puis, pour des millions de spectateurs à l'époque, c'était juste un immense scandale, quoi. Bon, décortiquons tout ça aujourd'hui, parce qu'on plonge au cœur de l'ouragan Basic Instinct. Ah, 1992 ? Une sacrée année. Et c'est aussi un cas d'étude incroyable sur le consentement, sur la façon dont la mémoire fonctionne face au traumatisme, et comment une seule petite seconde d'un film a pu créer des réalités totalement parallèles. Et pour faire ça bien, on a rassemblé une tonne de sources. On a des mémoires récents d'acteurs, des interviews rétrospectives, des analyses académiques sur l'éthique au cinéma. Et un paquet d'articles de presse de l'époque qui détaillent la production chaotique du film. C'est ça. Et pour vraiment comprendre l'ampleur de ce point de bascule, il faut se replonger dans l'écosystème très particulier du début des années 90. Ah oui, c'est une toute autre époque. Totalement. C'est une époque charnière. Le cinéma est encore très physique, très charnel, et surtout, on est très très loin de nos normes actuelles de sécurité et d'éthique sur les plateaux de tournage. Ouais, l'époque où les coordinateurs d'intimité, ça n'existait même pas en rêve. Exactement. Et toute cette histoire, elle commence de manière assez folle, avec un simple bout de papier qui a battu tous les records. Le fameux scénario de Joe Esteras. Voilà. Esteras, il a pondu le script de Basic Instinct en seulement 13 jours. Attends, 13 jours? 13 jours de travail, ouais. Et le pire, c'est qu'il parvient à le vendre pour la somme complètement astronomique de 3 millions de dollars. Non mais c'est vertigineux. 3 millions pour moins de 2 semaines de boulot, c'est... À ce moment-là, c'est du jamais vu. Le scénario lui-même devient une superstar bien avant qu'un réalisateur ou des acteurs soient attachés au projet. C'est fascinant. Et ce qui est d'autant plus dingue, quand on se penche sur nos sources, c'est que ce fameux script à 3 millions de dollars, il contenait déjà une dose massive de tension sexuelle. Ah oui, c'était écrit noir sur blanc. Voilà. Esteras avait explicitement précisé que le personnage de Catherine Tramell, la romancière manipulatrice, eh bien, elle ne portait pas de sous-vêtements. Ouais, il y a même cette scène où le détective Nick Curran l'observe s'habiller. C'est ça, la suggestion est omniprésente dans le texte. Mais, et c'est un grand mais, le geste visuel en lui-même. L'action de décroiser les jambes. L'action spécifique de décroiser les jambes devant une salle remplie de flics en sueur, ça, ce n'existait absolument pas dans le scénario original. Pas une seule ligne là-dessus, en effet. C'est une invention pure et simple du réalisateur Paul Verhoeven. C'est là que j'ai envie de faire une comparaison, parce que je suis fascinée par cette dynamique. C'est comme si, imagine un architecte qui conçoit un manoir incroyable à 3 millions de dollars. D'accord, je vois l'idée. Le manoir est parfait. Mais le maître d'œuvre arrive et à la dernière minute, il décide de rajouter une petite trappe secrète au milieu du salon. Ouais, une trappe que personne n'avait demandé. Exactement. Et au final, cette trappe devient littéralement la seule chose dont les gens se souviennent, éclipsant tout le reste du manoir. C'est une super analogie. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on touche directement à la mécanique du pouvoir des réalisateurs de cette époque. Ils étaient de vrais dieux sur les plateaux, non? Absolument. Verhoeven, il sortait tout juste de mastodontes comme Robocop et Total Recall. Son style à lui, c'est la transgression. C'est l'hyperviolence, l'hypersexualisation. C'est un peu sa marque de fabrique. C'est ça. Et face à un scénario qui fait les gros titres juste pour son prix de vente, Verhoeven, il ressent ce besoin viscéral d'imposer sa patte. Il refuse d'être juste un simple exécutant, en fait. Tout à fait. Il veut s'approprier l'œuvre. Il ne veut pas juste filmer les mots à 3 millions de dollars de Joe Esteras, il veut que ce soit son film. Et comment il fait ça? En rajoutant cette agression visuelle assumée. Exactement. Il transforme l'implicite du texte en quelque chose d'hyper explicite à l'écran. C'est une véritable prise d'otage créative, je trouve. Et c'est marrant parce que le scénariste s'en est plaint par la suite. Il disait que cette fraction de seconde avait totalement détruit la complexité de son thriller psychologique. Ça se comprend, de son point de vue. Mais ce choix d'ajouter un élément aussi extrême et non scénarisé, ça a eu un effet domino immédiat sur le casting. Bah oui, parce que pour filmer une scène pareille, il faut trouver une actrice qui soit prête à sauter sans parachute. Et c'était pas gagné d'avance. Oh, que non. Sans surprise, quand les grandes stars de l'époque ont lu le script et vu la direction que prenait Verhoeven, ça a été la panique générale. On parle de Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Demi Moore. La crème de l'époque.
Ouais, et elles ont toutes catégoriquement refusé le rôle. Et c'est hyper rationnel de leur part, en vrai. Ces actrices, elles trônent au sommet d'Hollywood. Elles ont des marques personnelles à gérer, des contrats pubs, une image ultra lissée. C'est clair qu'aller jouer là-dedans, c'était un pari risqué. C'est un risque industriel incalculable. S'engager dans des scènes de nudité frontale et de violence graphique avec un réalisateur qui repousse sans cesse les limites, c'est potentiellement suicidaire pour leur carrière. Du coup, cette fuite des grandes stars laisse un vide énorme au centre du projet. Et c'est exactement ce vide qui a permis à une actrice bien moins connue de s'engouffrer dans la brèche. Sharon Stone. Sharon Stone. Et là, il faut vraiment qu'on rappelle à ceux qui nous écoutent à quel point elle partait de loin. Selon les archives de la production, elle n'était que le 13e choix. 13e sur la liste? C'est fou. 13e bas. Elle n'était tellement pas considérée par le studio que son propre manager a dû utiliser une carte de crédit pour crocheter la serrure du bureau du directeur de casting. Non mais attends, juste pour récupérer le scénario physique. Ouais, juste pour pouvoir le lire. Elle a littéralement dû harceler la production pour avoir le droit de passer une simple audition. C'est dingue quand on connaît la suite. Mais même après avoir été choisi, c'était pas gagné. Le mépris ambiant sur le plateau était sidérant. Oh oui, les sources parlent de ce détail hallucinant sur le plateau. Le réalisateur et certains producteurs l'appelaient Karen. Karen, il prenait même pas la peine d'apprendre son vrai prénom. C'est ça, ils n'ont commencé à l'appeler Sharon que lorsqu'elle a commencé à recevoir des nominations pour des prix, des mois plus tard. Et cette anecdote du faux prénom, c'est le parfait exemple de l'asymétrie totale des forces. T'as un scénariste millionnaire, un réalisateur tout-puissant, des producteurs qui te voient comme un bout de viande interchangeable. Et au milieu, cette actrice qui joue littéralement la survie de sa carrière. C'est ça. Et le déséquilibre devient encore plus toxique à cause de la star masculine du film, Michael Douglas. Ah, parlons-en de Michael Douglas. Douglas ne voulait absolument pas de Sharon Stone. Il refusait de porter seul le poids et les risques critiques d'un film aussi sulfureux. Il exigeait une énorme star à ses côtés pour amortir le choc si le film se plantait. Sans compter qu'ils avaient un passif assez lourd tous les deux. Ah oui, le fameux clash au Festival de Cannes. Exactement. Des années avant le tournage de Basic Instinct, il s'était embrouillé à Cannes au sujet d'une connaissance commune. Douglas lui avait carrément hurlé dessus en public. Et Stone ne s'était pas laissé faire, si je me souviens bien. Pas du tout, elle lui avait proposé de régler ça physiquement, genre une bagarre de rue en pleine croisette. Ambiance. Voilà, donc l'ambiance était électrique et pas dans le bon sens, bien avant le premier clap de début. Et ça me fait tellement repenser à cette idée romantique qu'on nous vend souvent, le fameux mythe de l'alchimie naturelle à l'écran. Ouais, la magie du cinéma, tout ça. Mais quand on lit comment ces deux-là se traitaient, on réalise que cette incroyable tension sexuelle et psychologique entre les personnages, c'était pas du tout une danse harmonieuse. Non, c'était le résultat d'une véritable hostilité hors caméra. C'est ça. Stone devait constamment prouver sa légitimité face à une star qui la regardait avec mépris. Et c'est là qu'intervient le génie un peu pervers, on va pas se mentir, de la mise en scène. Ils ont instrumentalisé cette hostilité réelle. Le directeur de la photographie, Jean de Bon, a conçu cette scène d'interrogatoire non pas comme un dialogue, mais comme une dissection. Une dissection clinique, ouais. Exactement. D'habitude, dans un film noir classique, t'as des ombres douces, des jeux de clair-obscur mystérieux. Mais là, pas du tout. On a un éclairage brutal, un blanc aveuglant. Les hommes sont cachés dans l'ombre et elle est toute seule au centre, complètement surexposée. Voilà. La caméra est hyper intrusive, elle devient presque prédatrice. L'espace physique se transforme en une véritable arène de gladiateurs. C'est très juste. Ce qu'on ressent en tant que spectateur, ce n'est pas juste le personnage de Catherine Tramell qui défie la police, c'est vraiment Sharon Stone qui est en train d'affronter l'establishment hollywoodien tout entier. Et cette énorme poudrière, elle finit par exploser le jour où il tourne cette fameuse fraction de seconde. Ah, le moment fatidique. Et c'est ici, pour ceux qui nous écoutent, qu'on se heurte à un vrai mur de réalité contradictoire. Ouais, parce que 30 ans plus tard, les deux versions s'opposent toujours frontalement. Absolument. Chacun jure que sa vérité est la seule et unique. On va commencer par la version de Sharon Stone parce qu'elle est vraiment terrifiante de vulnérabilité. Que dit-elle exactement dans ses mémoires? Elle explique que juste avant la prise, Verhoeven lui aurait demandé d'enlever ses sous-vêtements blancs. Sa justification tint. Il aurait affirmé que le tissu blanc reflétait trop la lumière des gros projecteurs et ruinait l'image. Une excuse purement technique, donc. Voilà. Et il lui aurait garanti, les yeux dans les yeux, que la caméra était placée de telle sorte qu'on ne verrait absolument rien, juste une ombre noire. Et on sait très bien que cette promesse n'a pas été tenue. Et la confiance de Stone vole en éclats lors de la première projection du montage final. C'est l'un des passages les plus durs à lire. Elle ne découvre pas ça toute seule dans son coin. Elle le découvre lors d'une projection dans une salle remplie d'avocats, d'agents et de cadres du studio. J'imagine même pas le choc, l'humiliation publique, une violence inouïe,
Selon son récit, elle se lève immédiatement, traverse la salle, entre dans la cabine de projection et gifle Paul Verhoeven en plein visage. Bam! La réaction instinctive. Direct. Ensuite, elle sort, elle appelle son avocat, le redoutable Marty Singer, et lui, il lui confirme qu'elle détient un pouvoir énorme. Ouais, le syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild, l'a protégée. Exactement. Et comme le film risquait déjà une classification X à cause de sa violence et de son érotisme, elle avait littéralement le pouvoir légal de faire bloquer la sortie en salle, le doigt sur le bouton nucléaire. Mais bon, de l'autre côté du ring, on a Paul Verhoeven. Et sa version est diamétralement opposée. Il conteste presque tout, non? Il rejette l'histoire en bloc, il nie catégoriquement la gifle dans la cabine de projection, et surtout, il nie l'histoire de la tromperie sur l'éclairage et les sous-vêtements blancs. Alors d'où viendrait l'idée de la scène, selon lui? Selon Verhoeven, ça remonte à sa jeunesse. Quand il était étudiante à l'université de Leiden, il connaissait une étudiante qui s'amusait à faire exactement ça, décroiser les jambes sans sous-vêtements dans des soirées mondaines pour choquer tout le monde. Une provocation assumée, en somme. C'est ça. Quand on lui faisait la remarque, elle répondait cyniquement que c'était justement le but recherché. Et Verhoeven affirme avoir raconté cette anecdote à Stone lors d'un dîner bien avant le tournage. Et selon lui, elle aurait accepté. Oui, il dit qu'elle aurait adoré l'idée et qu'elle aurait elle-même décidé de l'intégrer au personnage. Pour lui, il était techniquement impossible qu'elle ne sache pas ce qui allait se retrouver sur la pellicule. On est vraiment face à deux narrations qui s'excluent mutuellement, c'est parole contre parole. Totalement. Mais il y a un élément clé que les sources académiques soulèvent. Un mécanisme technique souvent oublié qui pourrait expliquer comment ces deux réalités ont pu coexister sur le plateau. Le fameux moniteur de retour vidéo? Exactement, le vidéo assist. Faut bien comprendre qu'au début des années 90, cette technologie, elle est vraiment balbutiante. On parle d'un petit écran cathodique ridicule. Ouais, qui reçoit un vieux signal analogique. Un signal de très basse résolution, souvent en noir et blanc, et bourré de parasites. C'était fait pour que le réalisateur vérifie le cadre global, pas pour examiner des détails anatomiques millimétriques. Tu signes en pensant que c'est bon? Tu signes, mais des mois plus tard, ce même contrat est affiché en très haute définition sur un écran géant en plein Times Square, et là, toutes les petites clauses illisibles te sautent au visage. C'est une excellente façon de le formuler. Ça pose une vraie question. Comment peut-on parler de consentement éclairé quand la technologie de l'époque agit comme un brouilleur de réalité? Impossible d'avoir un consentement parfait dans ces conditions. Sur son petit écran granuleux du plateau, elle a très probablement vu uniquement cette ombre que Verhoeven lui avait promise. Mais la pellicule 35 mm, Ah, la pellicule de cinéma, elle ne pardonne rien. elle capte tout. La lumière, les détails, la réalité crue. Ce décalage technologique a créé un piège éthique redoutable. Le gouffre entre l'intention et le résultat final est immense. Et face à ce résultat inaltérable imprimé sur la pellicule, la résolution du conflit ne s'est finalement pas jouée devant les tribunaux. Non, ça s'est réglé par un pragmatisme assez froid de la part de l'actrice. C'est ça, Sharon Stone, bien qu'elle avait la possibilité légale de bloquer le film, a pris du recul. Après réflexion, elle a fait le choix délibéré de laisser la scène. Elle a une citation très forte là-dessus dans les sources. Oui, elle a expliqué avoir pris cette décision, et je cite, « en tant que réalisatrice et non en tant que fille dans le film ». C'est puissant de dire ça. Elle a mis de côté l'humiliation personnelle pour reconnaître une réalité purement narrative. Elle savait que cette image glaçante servait magistralement le personnage de Catherine Tramell. Ça cristallisait ce pouvoir absolu qu'elle exerçait sur tous les hommes présents dans la pièce. Elle a choisi l'art au détriment de sa propre tranquillité d'esprit, en fait. Et le monde entier a vu le résultat. Basic Instinct a généré 353 millions de dollars au box-office mondial. Un véritable raz de marée culturel. Ça a défini la décennie et inauguré l'âge d'or des thrillers érotiques. Et ça a marché malgré des protestations immenses. Oui, il faut mentionner que des groupes d'activistes ont manifesté contre le film à sa sortie. Tout à fait. Des groupes comme Queer Nation ou JAD ont dénoncé avec virulence le film. Leur argument, et on le rapporte de manière neutre ici, c'est que le film utilisait un stéréotype dangereux, celui de la femme bisexuelle qui est nécessairement une psychopathe et une tueuse. C'était une critique très présente et ça a déclenché beaucoup de débats de société. Et malgré tout ça, le studio a empoché des millions. Verhoeven a confirmé son statut de provocateur génial, mais le prix payé par la femme au centre de l'image, lui, a été absolument dévastateur. Le corps garde toujours la trace du stress extrême. Toujours. La pression psychologique d'incarner un prédateur aussi sombre, combinée à la violence inouïe de la controverse publique, ça a complètement brisé sa santé.
Elle raconte avoir souffert d'épisodes de somnambulisme sévère. J'ai lu ça, c'est terrifiant. Elle se réveillait en pleine nuit. Se réveillait entièrement habillée, assise au volant de sa voiture dans son garage fermé. Non mais imagine l'angoisse. Et le rejet ne venait pas seulement de son subconscient, il venait aussi de l'industrie même qu'elle venait d'enrichir de centaines de millions de dollars. La cérémonie des Golden Globes de 93 en est la preuve parfaite. Ah, ce moment-là. Quand son nom a été prononcé parmi les nominés, une grande partie de la salle s'est mise à rire ouvertement et à la huer. Des rires et des huées de la part de ses propres pairs. C'est d'une hypocrisie folle, tu trouves pas? C'est affligeant. L'industrie d'Hollywood se gave des profits générés par la transgression, mais au moment de célébrer le travail titanesque qu'il faut pour jouer ça de manière crédible, on crache sur l'actrice. Mais pourquoi il rit? C'est de l'inconfort. Sûrement de l'inconfort, oui, mais surtout, ils refusent de voir la performance technique. Pour eux, ce n'est plus du jeu. Ils ont confondu l'actrice avec le monstre qu'elle a créé à l'écran. Et cette confusion tragique entre la fiction et la réalité, le pire, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée aux portes de la cérémonie des Golden Globes. Elle l'a suivie jusque dans les tribunaux de la famille. C'est de loin l'aspect le plus sombre, le plus révoltant de ce dossier. On avance en 2004, donc plus d'une décennie après la sortie du film. Ouais, plus de 10 ans plus tard. Elle se retrouve dans une rude bataille judiciaire pour la garde de son fils adoptif, Ryan. Et dans la salle d'audience, le juge utilise directement le personnage de Catherine Tramell comme une arme contre elle. C'est lunaire. Le magistrat a demandé à ce jeune enfant s'il savait que sa mère faisait, et je cite les documents du tribunal, des films sexuels. Waouh. La ligne de démarcation entre une performance artistique pour laquelle elle a été primée et sa capacité d'être mère a été totalement effacée par le système judiciaire. C'est terrifiant. Un juge, qui est censé représenter la loi et l'objectivité la plus totale, regarde une femme et ne voit qu'une tueuse psychopathe. Et les conséquences ont été dramatiques. Elle a perdu la garde principale de son fils à cause de ça. Et le chagrin, le stress, la pression de cette injustice ont été tels qu'elle a fait une grave crise cardiaque. Elle a fini aux soins intensifs. Aux soins intensifs à la clinique Mayo avec de sévères arythmies. C'est vraiment là qu'on réalise la brutalité de ce double standard. C'est implacable. On consomme l'image, on glorifie le film culte, le studio s'en met plein les poches, mais c'est la femme, toute seule, qui encaisse la facture pénale et médicale de cette transgression. C'est pour ça que l'histoire de cette scène démontre à quel point la création d'une image puissante échappe totalement à ceux qui la fabriquent. C'est plus qu'une simple anecdote de tournage. Bien plus, c'est un document historique, un cas d'école monumental. Ça cristallise la façon dont une société entière punit les femmes qui osent incarner la part d'ombre que cette même société réclame à corps et à cri dans ses divertissements. C'est l'effondrement complet de la frontière entre l'œuvre et l'artiste. Et tout ça a été grandement facilité par le manque cruel de protection sur les plateaux de l'époque. C'est évident. Et justement, avant de clôturer notre discussion d'aujourd'hui, il y a un dernier détail dans toutes nos sources qui me fascine profondément et qui nous ramène à la technologie de cette époque. Tu penses à quoi? On a beaucoup parlé du brouillard du moniteur analogique sur le plateau, mais il y a une autre machine qui a absolument tout changé, Ouais. le magnétoscope grand public. Ah, la révolution de la VHS. Exactement. Basic Instinct sort pile au moment où la cassette VHS envahit les foyers du monde entier. Et l'invention de la touche pause sur la télécommande, ça a été une révolution silencieuse incroyable. C'est vrai que ça changeait tout le rapport au film. Pour la première fois dans l'histoire, le spectateur lambda avait le pouvoir d'arrêter le temps à volonté, de figer une image en mouvement comme ça dans l'intimité de son salon. Il prenait le contrôle du montage, d'une certaine manière. Et pour ceux qui nous écoutent, posez-vous la question. Est-ce que ce simple bouton en plastique qui permettait à des millions de personnes d'isoler et de repasser en boucle cette fraction de seconde spécifique n'a pas fondamentalement transformé la consommation du cinéma ? C'est une excellente réflexion. On est passé d'un visionnage passif en salle, où l'image t'échappe, à un acte de surveillance active et surtout non consensuel de l'interprète. Comment la simple apparition de la touche pause a-t-elle secrètement transformé le spectateur en voyeur ? C'est une idée qui donne le vertige. La technologie redéfinit l'éthique de la consommation. Totalement. C'est sur cette pensée provocatrice qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur de la machine hollywoodienne et de ses zones d'ombre. Merci à tous, c'était passionnant. Gardez l'œil ouvert et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle exploration.